Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à partager ces vidéos, à commenter, à mettre des j'aime. Ça nous permet évidemment d'être beaucoup plus visibles. Et puis, je vous rappelle le dernier numéro de Conflit actuellement en kiosque, dont le dossier est consacré aux ONG. Vous savez que Conflit ne vit que par ses lecteurs. Donc, en vous abonnant et en achetant nos numéros en kiosque, vous nous permettez de continuer à vous proposer ces contenus en accès libre. Et nous allons parler cette semaine de la Syrie à travers, comme à chaque fois, l'étude de cartes pour revenir sur l'histoire et éclairer le présent sur les événements très importants qui se déroulent actuellement en Syrie. Alors je précise que cette émission est enregistrée le 9 décembre, c'est important parce que évidemment on commente avec les informations que nous avons le 9 décembre. Quand vous la regarderez, il y aura eu bien évidemment des évolutions, mais nous allons rester sur les sujets fondamentaux, des sujets qui ne vont pas être périssables. Alors Jean-Baptiste Noé, les rebelles ont lancé depuis une semaine leur offensive depuis le nord-ouest de la Syrie. Et en une semaine, l'armée syrienne s'est totalement effondrée. Alors pour quelle raison le régime de Bachar el-Assad est-il tombé aussi vite? Alors on va le comprendre à travers cette première carte, qui est une carte réalisée par Fabrice Balanche, qui est géographe, membre du comité scientifique de conflit, qui est le meilleur spécialiste aujourd'hui de la Syrie. Cette carte est issue de son site. Vous retrouverez d'ailleurs en lien, en commentaire, le lien vers la carte. Et je vais zoomer cette carte pour vous montrer ce qui s'est passé. Donc tout part de Idlib. Donc nous sommes au nord-ouest de la Syrie, ici. Et c'est là qu'on a une offensive djihadiste qui débute le 1er décembre, qui part sur Alep, donc la ville du nord, et qui ensuite redescend vers le sud, Hama, Homs, et ensuite Damas. Damas qui a été prise dans la nuit du 7 au 8 décembre. Donc en une dizaine de jours, le régime de Bachar al-Assad est tombé, un régime dont la famille Assad tenait la Syrie depuis 50 ans, une cinquantaine d'années. Tout s'est effondré comme un château de cartes et évidemment tout le monde a été pris par la rapidité de cet effondrement. Alors qui s'explique notamment, première raison, c'est que le blocus mis en place par les États-Unis a privé l'armée de la Syrie d'accès à de l'armement de qualité, à l'achat de munitions. Et puis l'appauvrissement a fait également que le régime de Damas n'avait plus les moyens de payer des soldats, et donc les soldats n'étant pas payés, eh bien ils n'ont pas participé au combat. Donc on a d'un côté une armée de djihadistes HTS qui est déterminée et qui combat, et de l'autre une armée de Damas qui en fait ne combat pas, et donc forcément tout s'effondre. La deuxième raison, c'est que Damas est soutenu par la Russie. D'ailleurs, dès le début de l'offensive, Bachar al-Assad s'est rendu à Moscou pour avoir le soutien de Vladimir Poutine, comme en 2015. En 2015, rappelez-vous, Assad et le régime syrien est sauvé par l'armée russe. Et cette fois-ci, Vladimir Poutine, pour différentes raisons, n'a pas soutenu Assad. Alors, il l'a accueilli, il est parti à Moscou, mais il ne l'a pas soutenu. Et donc, Damas a été privé de ce soutien. Et puis troisième raison, c'est le rôle clé, et on va y revenir, le rôle clé de la Turquie. On voit très bien sur cette carte que la Turquie possède de nombreuses bases dans le nord de la Syrie, et l'offensive a été permise, autorisée par la Turquie. On ne connaît pas encore en détail tout le rôle d'Erdogan dans cette offensive, mais rien n'aurait pu se faire sans la Turquie, et la Turquie est aujourd'hui le grand vainqueur de cet effondrement syrien. Alors revenons en arrière, si vous le voulez bien, sur l'histoire de la Syrie. Que représente Bachar el-Assad et le régime baathiste? Alors tout à fait, nous allons y revenir avec cette carte, donc qui vous présente la Syrie dans son environnement. Je reviens en arrière parce que, comme toujours en géopolitique, la compréhension de l'histoire est fondamentale. La Syrie a connu une première république avec un projet d'union à l'Égypte. C'est ce qu'on a appelé la République arabe unie. Donc dans les années 1950, pendant un temps très bref, l'Égypte de Nasser et la Syrie n'ont fait qu'un seul État. Et puis vous avez un parti qui a été créé qu'on appelle le parti Baas. Parti Baas qui est un parti nationaliste, laïque et socialiste. Et ce parti est présent à la fois en Irak et en Syrie. Et il a la volonté de réunir l'ensemble des pays arabes entre eux. Raison pour laquelle le drapeau syrien, alors l'ancien maintenant, mais drapeau à l'époque d'Assad, on le voit sur cette carte, est un drapeau rouge,
blanc, noir avec des étoiles vertes au milieu. Ce drapeau a été repris sur le drapeau de l'Irak. C'est le même drapeau que celui de l'Irak qui a été choisi. À l'époque, d'ailleurs, il y avait 3 étoiles vertes. Ces 3 étoiles vertes représentaient l'Égypte, la Syrie et l'Irak. Et puis lorsque l'Égypte est partie, ils n'en ont plus gardé que 2, la Syrie et l'Irak. Donc on est sur un très vieux mouvement arabe, un très vieux mouvement intellectuel qui est né dans les années 1950, qui est vraiment le fruit de la pensée laïque nationaliste des années 1950, qui prend le pouvoir en Syrie avec un premier coup d'État en 1963, il y a eu un deuxième coup d'État en 1966. Dans ces 2 coups d'État, vous avez un homme qui y participe, qui est Hafez al-Assad, un alaouite. Donc les alaouites sont une minorité de Syrie logés le long de la Méditerranée qui ont toujours été méprisés par la majorité sunnite. Et Hafez al-Assad est un alaouite qui vient d'une région très pauvre, mais qui, étant très intelligent, est monté en grade. Il est colonel de l'armée de l'air, il participe au coup d'État et finalement, il devient le dirigeant de la Syrie en 1971, Syrie qu'il dirige jusqu'en 2000 à sa mort. Au moment de sa mort, alors normalement, ça aurait dû être son fils aîné qui aurait dû prendre le pouvoir, mais celui-ci est décédé en 1994 dans un accident de voiture. On a aussi pensé que ce serait un des frères d'Hafez al-Assad, mais ça ne s'est pas fait. Et donc c'est le fils cadet, Bachar, qui a pris le pouvoir. Bachar al-Assad qui a été formé aux États-Unis, il a une formation d'ophtalmologiste, rien ne le prédisposait à diriger la Syrie. Son épouse Asma a elle aussi fait des études dans le monde anglo-saxon à Londres, elle est avocate. Et finalement, il se retrouve avec la Syrie sur les épaules, qui dirige donc jusqu'en 2024, avec un tournant en 2011. Au début 2011, on a cru que le régime allait se libéraliser et devenir beaucoup moins violent à l'égard des communautés. Il n'en a rien été. Et ce régime a tenu par la force et par la répression. Et alors on le voit sur cette carte, en 2024, donc avant son renversement, la Syrie a normalisé ses relations diplomatiques, notamment avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, avec la Russie et la Biélorussie, mais on voit qu'en revanche, avec la Turquie, il n'y a aucune normalisation. Et c'est ça qui a notamment entraîné la chute d'Assad, Assad qui a le soutien de l'Iran, qui est devenu d'ailleurs un rouage de l'Iran, ce qui, pour une idéologie qui est à l'origine laïque, devenir le proxy de l'Iran qui est chiite, islamiste et qui, à travers le Hamas et le Hezbollah, essaye de contrôler la région, vous montre qu'il y a un renversement important. Et donc, il y a bien cette évolution majeure, et le fait que Assad ait été renversé par un mouvement islamiste montre à la fois qu'on revient en arrière et en même temps qu'on part vers quelque chose de nouveau. Alors, parlons de la Russie, parce que Moscou avait grandement aidé le régime syrien à se maintenir au moment de la guerre civile, et puis on a vu que dans cette offensive, il avait manqué à son rôle d'allié. Alors, est-ce que, et surtout dans quelle mesure, cette offensive et le renversement du régime de Bachar el-Assad est une conséquence de la guerre en Ukraine ? Alors tout à fait, c'est l'une des conséquences de la guerre d'Ukraine. Alors on le voit avec cette 3e carte donc réalisée par Conflit qui vous montre l'influence de la Russie au Moyen-Orient. Alors avant évidemment le renversement d'Assad, on voit bien donc d'abord que la Russie est présente au Caucase. La Russie est un voisin, ne l'oublions jamais, mais la Russie est un voisin du Moyen-Orient. Elle a l'Iran comme allié et elle avait la Syrie comme allié. La Syrie qui est donc une pièce centrale, notamment avec la base de Tartous, qui est donc une base militaire ouverte vers la Méditerranée. Donc la Syrie pour la Russie est un point d'appui vers la Méditerranée et lui permet d'accéder à la Turquie qui est toute proche et à Chypre qui est membre de l'Union européenne, rappelons-le. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'en 2015, Poutine a sauvé le régime d'Assad en intervenant. Il a envoyé armée de l'air et armée terrestre. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Poutine a abandonné son allié. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a compris que le régime d'Assad était complètement vermoulu et était pourri, notamment parce que Assad a toujours refusé de revoir son régime, de le libéraliser et de tendre la main aux pays environnants, notamment à la Turquie, en dépit de nombreux appels du pied de la Turquie. Et puis la deuxième, c'est que la Russie est embourbée en Ukraine, la Russie n'arrive pas à vraiment rompre le front en Ukraine, et donc la Russie manque d'hommes à envoyer en Syrie.
Et on voit donc que la crise ukrainienne a engendré par contre-coup cette crise syrienne. Nous sommes bien dans un engrenage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guerre d'Ukraine est une guerre d'Ukraine, certes, mais c'est aussi une guerre mondiale. Et ce qu'on a eu, l'attaque du 7 octobre 2023, aujourd'hui la crise syrienne, sont des contre-coups de cette guerre en Ukraine. Alors, la France s'est félicitée de la chute du régime de Bachar el-Assad, mais dans le même temps, on a appris tout à l'heure qu'elle fermait les demandes de visa, ou du moins qu'elle les restreignait énormément. Qu'en est-il de la diplomatie française et surtout de sa compréhension des événements? Alors, ce qui frappe, c'est que depuis 2011, la diplomatie française est dans l'aveuglement complet. Je pense qu'on ne peut pas faire pire en matière d'aveuglement et en matière de refus de voir la situation. Rappelez-vous, en 2011, au moment de la première guerre civile syrienne, la diplomatie française a annoncé que Bachar el-Assad allait tomber dans les jours qui venaient. Bon, il est tombé, oui, mais 13 ans plus tard. La France a fermé son ambassade à Damas, qu'il ne faut jamais faire, parce que le jour où vous fermez votre ambassade, vous n'avez plus accès aux renseignements et à l'information. La France a également maltraité ses services de renseignement sur place, qui donnaient des informations différentes de ce qui était annoncé par le Quai d'Orsay. Donc, au lieu d'utiliser des services de renseignement pour faire une politique, on a demandé aux services de renseignement de dire des informations qui corroboraient la politique que l'on voulait faire. Et on voit bien aujourd'hui que la France est complètement absente. Alors, je vais vous le montrer avec une quatrième carte qui nous plonge il y a un siècle, les fameux accords Sykes-Picot. Rappelons-nous quand même que la Syrie était un mandat français, que cette carte est le fruit du pouvoir, de la puissance entre l'Angleterre et la France, et que la France aujourd'hui, alors que la Syrie était très francophile et francophone, la France aujourd'hui a complètement perdu pied en Syrie, comme elle a aussi perdu pied au Liban. Alors, évidemment, la chute d'un dictateur, ça nous réjouit. Personne n'aime les régimes autoritaires et qui mettent leurs opposants politiques en prison et qui les répriment. Simplement croire que ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui en Syrie vont établir la démocratie et vont opérer un réveil syrien, c'est évidemment s'illusionner complètement. En fait, on est passé d'un régime autoritaire baathiste, une dictature baathiste, à une dictature islamiste. Alors certes, on dit qu'ils sont modérés, mais enfin, il n'y a pas d'islamistes modérés. Ceux qui ont pris le pouvoir ont été formés par Al-Qaïda, ils se sont formés dans les rangs de Daesh pour la plupart, ils ont un logiciel mental qui est celui du djihad islamique. Ce n'est pas parce qu'ils donnent des garanties 2 jours après avoir renversé Assad qu'ils vont vraiment le faire. Donc, ce qui est à craindre, malheureusement, c'est d'avoir un pays islamiste au cœur du Moyen-Orient, ce qui aura bien évidemment des répercussions très fortes sur la région et sur l'Europe. Et à partir de maintenant, quels sont les scénarios possibles pour la Syrie et pour la région? Alors, les scénarios possibles, on va émettre des hypothèses, je ne peux pas lire l'avenir, mais l'hypothèse la plus probable est celle d'un chaos syrien. Je reviens sur la première carte qui a été réalisée par Fabrice Balanche, qui connaît parfaitement la région, il s'est rendu plusieurs fois en Syrie, il connaît très bien la région. La Syrie n'existe pas en tant que telle. La Syrie n'est pas un État-nation. La Syrie, c'est une juxtaposition de communautés. On ne comprend rien à la Syrie si on ne comprend pas que c'est une juxtaposition de communautés. La Syrie, vous l'avez là aujourd'hui, vous avez une partie qui est dirigée par HTS, vous avez une partie qui est dirigée par la Turquie. D'ailleurs, la Turquie n'a jamais officiellement, a officiellement connu ses frontières, mais a toujours souhaité récupérer le nord de la Syrie. Vous avez des Kurdes qui sont opposés aux Turcs, et les Turcs ne rêvent que d'une chose, c'est de mettre un terme à l'indépendantisme kurde. Vous avez au sud une poche de Daesh, et puis il y a le réduit alaouite dans la région de Tartous et de Latakia, et puis la question des chrétiens d'Orient, et au sud, la question du Golan. Rappelons quand même que celui qui a pris le pouvoir en Syrie a pris comme surnom Al-Jalali. Al-Jalali, c'est en référence au Golan, puisque son grand-père vient du Golan. Il a été chassé du Golan au moment où Israël a pris possession du Golan. Et donc, dans son nom, il veut montrer que pour lui, le Golan est syrien, et donc il veut le récupérer. Ce qui nous annonce, là aussi, des choses assez inquiétantes. Donc, aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable, c'est celle d'un scénario à la libyenne, c'est-à-dire un chaos. La Libye est un chaos depuis 2011, donc ça n'a pas beaucoup évolué, avec une Syrie partagée entre différentes communautés et différents seigneurs de guerre, un peu d'ailleurs comme on a eu en Irak. Alors c'est d'ailleurs ce que veulent éviter à la fois l'Iran, la Turquie, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ça c'est l'élément, je dirais un petit peu
positif, c'est que ces pays pourraient avoir un rôle stabilisateur, parce qu'ils ont bien compris qu'une Syrie qui sombre dans le chaos serait gravissime pour eux et pour la région. Donc ça, c'est le seul élément qui pourrait éviter un chaos syrien. Maintenant, il faut aussi être clair, hein, vous avez des personnes, des groupes, des communautés qui ont été très farouchement réprimées pendant des décennies. Maintenant qu'elles sont au pouvoir, le risque est celui de la vengeance et qu'elles veuillent faire aux Alaouites, aux chrétiens, aux communautés qui ont eu le pouvoir, elles veulent leur faire ce qu'eux-mêmes ont subi. Donc on risque toujours d'avoir des massacres, mais simplement ce ne seront plus les mêmes qui seront massacrés ou qui seront les massacreurs. Donc je ne fais pas partie de ceux qui se réjouissent de l'arrivée d'Al-Jalali. Hein. Encore une fois, c'est un dictateur qui est tombé, c'est un régime sanguinaire qui est tombé, mais ce qui arrive n'est pas forcément meilleur que ce qui a disparu. Donc il faudrait être très prudent et regarder ça avec beaucoup de distance. Et que pensez-vous du scénario de création d'un État alawite indépendant? Alors c'est une possibilité effectivement parce que c'était prévu par à l'époque du mandat. Donc un État alawite indépendant aurait une viabilité. D'abord il y a un accès à la Méditerranée, il y a également des gisements de gaz en Méditerranée, on fait partie des grands gisements de gaz que l'on a entre Chypre et l'Égypte. D'ailleurs, je vous renvoie à l'émission Fenêtre sur le monde consacrée à Chypre, qui est juste en face, hein, Chypre, membre de l'Union européenne. Et puis également, les Alaouites, donc ce sont des musulmans chiites, mais qui sont considérés par les autres musulmans comme étant non musulmans, enfin, comme étant des musulmans pas vraiment purs, un peu hérétiques. Et surtout, le réduit alaouite pourrait être aussi l'endroit où pourraient venir habiter les communautés chrétiennes orientales persécutées. Donc ça pourrait avoir une justification. Je vois mal néanmoins les autres communautés abandonner la partie littorale, la partie gazière aux Alaouites, parce que c'est quand même une Syrie utile, c'est une Syrie riche et importante. N'oublions pas que quand même en Syrie, une grande partie du territoire, c'est composé du désert. Donc ce qui est important, ce sont les villes. Et d'ailleurs, on voit très bien que les villes sont sur les grands axes de communication, Palmyre, Alep, Damas, etc. Donc on voit mal comment les autres communautés pourraient accepter qu'on ait un État alaouite indépendant. Mais ça pourrait être une solution, notamment dans la négociation. En fait, ce qui pourrait arriver dans le futur, c'est la partie nord, une partie nord récupérée par la Turquie, pourquoi pas une partie récupérée par l'Irak, et puis une partie sunnite aux mains de HTS, et éventuellement un État alaouite. En fait, ça serait un dépeçage de la Syrie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Merci Jean-Baptiste Noé. Merci à vous.